Monsieur le Président de la Mutualité française, je vous remercie de m'inviter à m'exprimer ici à Nantes devant votre Congrès. Je retrouve avec plaisir Jean-Marc Ayrault, Premier ministre pendant 2 ans et qui a largement accompagné les évolutions que j'avais présentées devant vous lors de votre précédent Congrès. Je salue la ministre qui s'est déjà elle-même adressée aux congressistes, la maire de Nantes qui nous accueille dans sa métropole et les parlementaires et élus qui vont bien au-delà du département puisque plusieurs d'entre eux suivent les questions de santé et de protection sociale aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. C'est vrai, c'est la 2e fois que je m'adresse à vous à l'occasion du Congrès de la Mutualité française. La première, c'était à Nice, il y a 3 ans, en 2012, et j'avais annoncé la généralisation de la complémentaire santé. Je reviens donc devant vous pour en faire l'évaluation quant à sa mise en œuvre, quant aux engagements que j'avais pris, mais je suis aussi devant vous à l'occasion de votre congrès pour rappeler la force des valeurs que porte la mutualité et qui sont d'autant plus impérieuses dans le contexte que connaît notre pays. Face au repli sur soi, à l'individualisation des comportements, à la défiance, à la peur, nous devons plus que jamais affirmer les principes de cohésion, de justice et de solidarité, ceux-là même que vous avez inscrits depuis longtemps dans vos organisations. La solidarité, c'est de donner à chacun les moyens d'être protégé contre les aléas de la vie, et notamment la maladie. C'est aussi de garantir l'accès de tous aux meilleurs soins, quel que soit son revenu, son âge, sa place sur le territoire. C'était l'idéal des premières mutuelles quand elles se sont constituées à la fin du XIXe siècle. C'est toujours le vôtre. C'était aussi l'idéal que portaient les fondateurs de la sécurité sociale. Et vous avez eu raison, Monsieur le Président, de ne pas dissocier les mutuelles de la sécurité sociale. C'était le grand dessein de poursuivre en temps de paix la solidarité construite en temps de guerre, pour reprendre les mots de Pierre Laroque. Cet idéal, c'est toujours le vôtre, et cet engagement, c'est toujours le nôtre. Certains voudraient faire douter de la pertinence de ce projet en prétextant que nous n'en aurions plus les moyens, que la protection sociale serait devenue un boulet dans la compétition économique et que les mécanismes assurantiels devraient en définitive tout emporter. D'autres nous enjoignent de ne rien changer, s'arc-boutant devant toute évolution au risque de remettre en question le modèle qu'ils entendent sûrement de bonne foi protéger. Je le rappelle ici, la réforme est la condition du progrès et le statu quo la certitude de la régression. Cela vaut pour notre droit du travail et je m'exprimais hier devant la conférence de l'Organisation internationale du travail à Genève pour affirmer qu'il y a dans notre pays des socles qui doivent être préservés, socles de droits, socles de garanties, mais en même temps que nous devons aussi procéder aux adaptations nécessaires par rapport aux nouveaux défis. Cela vaut pour notre organisation économique, pour le dialogue social,
et c'est le sens des projets de loi qui sont débattus en ce moment même au Parlement. Mais cela vaut aussi pour le système de santé, qui doit s'adapter aux innovations, aux progrès scientifiques, aux nouvelles modalités de prise en charge, aux besoins des patients, aux nouvelles aspirations des professionnels de santé. Nous devons à chaque fois montrer que nous sommes fidèles à des principes, mais que nous sommes capables de les traduire en fonction des réalités. Notre devoir, et le mien, c'est de tout faire pour que notre protection sociale en France, qui reste l'une des meilleures du monde, enfin c'est ce que nous proclamons, il faudrait aussi vérifier, compte tenu des atteintes qui ont pu être portées ces dernières années, mais de faire en sorte que notre système de santé, qui, incontestablement, est parmi les meilleurs du monde, puisse être toujours là comme une sécurité pour les Français. Et nous devons donc permettre qu'ils puissent intégrer toutes les innovations et les progrès et en même temps faire que personne ne s'en trouve exclu pour des raisons financières. La condition, si nous voulons y parvenir, c'est de faire les économies nécessaires pour mobiliser les ressources afin que notre système de soins soit le plus efficace là où il est le plus attendu, et de le faire avec justice, entre les générations, entre les catégories sociales, entre les individus, entre les territoires. Et c'est le sens de la politique que conduit le gouvernement depuis 3 ans. J'ai retenu vos mots, Monsieur le Président, par rapport à cette politique. Ils ne sont pas très différents de ceux qu'expriment beaucoup de nos concitoyens. Espoir, il en faut, et il y en a. Inquiétude, et elles sont souvent légitimes. Impatience. Et c'est celui sur lequel je m'attarderai en vous répondant. C'est vrai que les réformes prennent du temps, trop de temps. Non pas qu'il y aurait une forme de résistance, ça peut arriver, ou de mauvaise volonté, mais parce que, je le dis souvent, nos procédures ne sont plus adaptées à l'exigence de rapidité et aussi aux urgences d'une société, notamment lorsqu'il s'agit de sortir d'une crise, d'apporter des réponses à des situations sociales douloureuses ou de prodiguer des soutiens à l'économie. Attendre 6 mois, 8 mois, parfois davantage pour qu'une loi soit votée, avoir cette patience, et ici je le dis devant les parlementaires, d'entendre les amendements ou les propositions, parfois de les intégrer, de les discuter, une lecture, 2 lectures, 3 lectures, une réécriture, pour ensuite un vote, parfois une contestation devant le Conseil constitutionnel, c'est devenu la règle, puis après la mise en œuvre, l'application, et pendant ce temps-là. Oui, je mesure l'impatience, parce que quand une réforme est proclamée, généralisation de la complémentaire santé, j'y reviendrai, mais je pourrais prendre d'autres sujets, et le moment où elle s'applique effectivement, il y a trop de temps. Et c'est vrai que si on avait une pratique en France, vous l'avez évoqué, elle existe chez beaucoup de nos voisins, où les partenaires sociaux s'engagent, signent, et finalement déclarent ce qu'est l'intérêt général, sans qu'il soit forcément nécessaire de passer par la loi. Ou alors, plus tard, comme une forme de ratification. Oui, ça irait plus vite. Oui, ça mettrait une pression sur les acteurs qui ont vocation à intervenir. Les acteurs comme la sécurité sociale, les mutuelles, les complémentaires quand il s'agit de santé, mais aussi les entreprises et les salariés.
C'est vrai également dans le domaine du travail. Et en France, il a même fallu faire une loi sur le dialogue social. Normalement, ça aurait dû revenir aux partenaires sociaux, qui mieux qu'eux peuvent décider de ce que doit être la négociation, le dialogue dans une société comme la nôtre et dans les entreprises. Eh bien, il a fallu de nouveau recourir à la loi. Parce qu'au moment de signer, il y a comme une rétention, une réserve. Ce n'est pas celle que vous avez indiquée. Vous avez vous-même dit que la mutualité était prête à aller même au-delà et à prendre ses responsabilités. Alors je comprends ces impatiences. Et en même temps, ce sont les règles de notre vie démocratique et je les respecte. Parce que ce qui caractérise l'action que nous menons depuis 3 ans, c'est le respect à l'égard des partenaires sociaux. C'est ce que nous avons fait, notamment quand il s'est agi de l'accord interprofessionnel qui a modifié les règles de la couverture complémentaire. C'est ainsi que nous avons aussi agi lorsqu'il s'est agi de mettre en œuvre le crédit impôt compétitivité emploi, puis le pacte de responsabilité, de faire que ce soit les partenaires qui puissent accompagner. C'est toujours ainsi que nous avons voulu aussi, dans le domaine qui vous intéresse davantage de la santé, négocier et entendre les différentes parties prenantes. Mais aujourd'hui, nous devons agir et agir au nom de la solidarité. C'est également ce que nous avons fait depuis 3 ans. Et avec la ministre, nous avons toujours refusé de faire payer aux malades le redressement de nos comptes sociaux. Car pendant trop longtemps, des gouvernements avaient rivalisé d'imagination, et il y en a toujours plus qu'on ne l'imagine quand il s'agit de faire un certain nombre de coupes claires dans les droits des malades. Oui, des gouvernements avaient rivalisé d'imagination pour mettre à contribution les patients. Participation forfaitaire, franchise, au périmètre d'ailleurs sans cesse étendu, abaissement des taux de remboursement des médicaments, tickets modérateurs sur les actes lourds à l'hôpital. Eh bien, depuis 2012, a été privilégiée une autre voie. Mieux dépenser pour continuer à bien rembourser, mieux dépenser pour ne pas alourdir les prélèvements, mieux dépenser pour mieux répondre aux besoins des patients, mieux dépenser pour intégrer le progrès médical. À cet égard, j'ai signalé les lenteurs, je veux quand même souligner les rapidités, et notamment celle avec laquelle a été introduite, malgré le coût, le nouveau médicament capable de guérir l'hépatite C. Parce que c'était un devoir, parce que c'était une obligation, et que nous avons préféré, oui, c'était une charge supplémentaire, l'intégrer dans les comptes, plutôt que de laisser un certain nombre de patients en dehors de ces innovations. Mais je veux revenir sur ce qu'était la tendance des dépenses d'assurance maladie. Jusqu'à la fin des années 2000, c'était une progression de 4% de la dépense. Aujourd'hui, c'est 2%. Et je veux saluer les efforts de tous, et les vôtres en particulier, et ceux des professions de santé, parce que nous sommes arrivés à cette réalité de cette progression maîtrisée. Et il faut aussi saluer ce résultat. De la même manière, je veux signaler également que de 2006 à 2012, la part de la dépense de soins couverte par l'assurance maladie obligatoire était tombée en dessous de 75%. Ce qui revient à dire que la charge avait été renvoyée sur les complémentaires et, à défaut, sur les malades, et parfois d'ailleurs sur les deux. Depuis 3 ans, la part de l'assurance maladie obligatoire est remontée, ce qui a permis de diminuer le reste à charge et également d'améliorer le pouvoir d'achat des Français.
C'est-à-dire que le patient ne devrait avoir aucune responsabilité dans la maîtrise de la dépense. Je ne le pense pas. Le patient doit être respecté aussi comme citoyen et il doit être impliqué dans les actions de prévention, dans le traitement de sa maladie et aussi dans le respect des prescriptions et toutes les informations qui peuvent lui être données. C'est aussi la logique du parcours de soins. Toute l'organisation du système de santé doit conduire à cette responsabilité. Mais, je le dis aussi nettement, l'obstacle financier ne peut pas être la réponse pour la responsabilité du patient. Et c'est pourquoi le tiers payant n'est pas l'irresponsabilité. Le tiers payant, c'est une étape de plus vers la simplification que nous demandons tous, mais aussi vers une garantie supplémentaire dans l'accès de tous à la santé. Je sais que, comme toute réforme, et celle du tiers payant n'échappe pas à la règle, elle est approuvée dans son principe, mais elle est contestée dans ses modalités. Et parfois, en contestant les modalités, on peut aussi essayer d'atteindre le principe. Mais je crois que, là encore, le pragmatisme est la condition de la réussite. Alors, nous procéderons par étapes, en commençant d'abord par les plus modestes, c'est-à-dire les bénéficiaires de l'aide à la complémentaire santé. Ça sera fait dès le mois prochain, 1er juillet 2015. Puis, à compter du 1er juillet 2016, le tiers payant sera étendu aux patients qui sont couverts à 100% par l'assurance maladie. Et enfin, il sera généralisé à la fin de l'année 2017, et je ne doute pas, et je sais que vous y contribuerez, que des solutions techniques seront trouvées d'ici là. Car s'il n'y a pas de solution technique, il ne peut pas y avoir de solution tout court. C'est toujours au nom de la solidarité que j'ai également voulu généraliser la complémentaire santé. Un quart des dépenses reste en effet à la charge des patients. Mais ce chiffre moyen indique mal la réalité. C'est vrai que cette proportion s'élève à plus de la moitié pour les soins dentaires, l'optique, les prothèses, et ce sont les organismes complémentaires, mutuelles, et les caisses d'assurance qui couvrent la plus grande part du remboursement. Ce qui fait, et Monsieur le Président, vous aviez raison, que les taux de remboursement affichés par l'assurance obligatoire n'ont aucune signification, puisque ce sont les complémentaires qui font l'essentiel de l'effort. Alors, la généralisation d'une assurance complémentaire ou d'une mutuelle s'inscrit nécessairement dans la volonté qui est affirmée par nous tous d'un accès de tous aux soins. Mais il ne suffit pas de proclamer la généralisation de la couverture complémentaire, faut-il encore qu'elle donne des garanties et qu'elle soit au moindre coût. Et c'est l'ambition que j'avais tracée à Nice il y a 3 ans. Nous n'avons pas perdu de temps. En 2013, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté, a relevé les plafonds de ressources de la CMU complémentaire et de l'aide à la complémentaire santé. 550 000 personnes ont été concernées. Cette extension, c'est vrai, a été rendue possible par la fiscalisation de la cotisation patronale au contrat collectif. Parallèlement, le panier de soins couverts par la CMU complémentaire et par l'aide à la complémentaire santé a été étendu. Et pour ces patients, les franchises ont été supprimées, les dépassements d'honoraires interdits, les tarifs opposables institués pour les lunettes, les prothèses et notamment les soins dentaires. L'aide à la complémentaire, qui était, et vous l'aviez signalé, mal connue, sous-utilisée donc, a vu ses conditions de mise en œuvre simplifiées et réformées. À la fin de l'année dernière, a été lancé un appel d'offres national qui a permis de sélectionner des contrats éligibles, de les mettre en concurrence. Ça n'a pas été facile, y compris pour le secteur mutualiste, je le sais, mais quand même, ils ont permis à plus d'1,2 million assurés sociaux
de voir leurs tarifs baisser de 15 à 40% et d'obtenir, pour certains, pas pour tous, une meilleure couverture. Un exemple, pour une personne âgée vivant seule, l'allègement tarifaire peut atteindre 300 €. Et s'ajoute à cet allègement le relèvement de 10% du montant de l'aide à la complémentaire santé décidée pour les plus de 60 ans. Mais là encore, il ne suffit pas d'avoir une couverture complémentaire, faut-il que les garanties soient sérieuses. C'est la vocation du contrat solidaire et responsable. Vous avez bien voulu saluer les engagements qui ont été pris et qui ont été tenus. Le contenu a été enrichi, les plafonds ont été fixés pour empêcher une inflation tarifaire et le traitement fiscal, pas suffisamment, a été différencié par rapport aux autres contrats. Et puis est intervenu en 2013 un accord entre les partenaires sociaux. Cet accord a donné lieu à une traduction législative. Quelle était la volonté des partenaires sociaux? C'était de généraliser la complémentaire santé en entreprise. C'est-à-dire de faire qu'un certain nombre de salariés de petites entreprises, le plus souvent qui n'étaient couverts par rien, puissent l'être, à peu près 500 000, et que d'autres, les plus nombreux, qui étaient couverts par un contrat individuel, puissent avoir un contrat collectif qui leur permettait d'avoir de meilleures garanties. De ce point de vue, les partenaires sociaux ont joué leur rôle et ont permis un progrès pour ces salariés. Et d'ailleurs, les entreprises ont été amenées à participer, puisque les entreprises participent à 50%. Ce qui fait qu'un certain nombre de salariés qui avaient des contrats individuels vont maintenant rentrer dans le contrat collectif et vont avoir de meilleurs droits. Et c'est vrai que ça peut bouleverser aussi le système. Et c'est ce que vous nous avez dit, Monsieur le Président. Parce que, à chaque fois qu'il peut y avoir un progrès, il y a aussi un revers à la médaille. D'abord, je veux saluer l'évolution qui est en cours, parce que le mouvement de négociation se poursuit avec 23 accords de branche conclus, et un accord a été conclu entre les partenaires sociaux dans le secteur de l'intérim, qui permettra, par exemple, à 700 000 salariés de bénéficier d'une couverture collective au 1er janvier prochain, avec même 7 mois de maintien gratuit des droits en cas de chômage. Dans la plupart des cas, les garanties négociées vont au-delà du panier de soins minimal. Et à un moment, les mutuelles, et ce moment n'est sans doute pas terminé, se sont inquiétées de cette mutation et ont voulu être bien représentés dans le processus. Et je pense que vous avez fait tous les efforts, et je veux les saluer, pour que la part des contrats collectifs dans votre activité puisse s'accentuer. Et vous êtes devenu maintenant un des principaux acteurs des contrats collectifs. Mais je reviens au problème que vous avez posé, Monsieur le Président. L'amélioration de la couverture des salariés ne peut pas avoir pour contrepartie la dégradation de la situation des jeunes, des chômeurs, des travailleurs précaires, des personnes handicapées et surtout des retraités. J'entends votre inquiétude, elle est sûrement partagée, sur la segmentation accrue des contrats et le risque d'un renchérissement des garanties pour les plus âgés. Car quand un salarié part à la retraite, non seulement il subit une perte de son revenu par rapport à ce qu'était sa rémunération en activité, mais il doit aussi acquitter une cotisation, celle de son ancien employeur, et faire face à un renchérissement supplémentaire de sa prime globale. De plus, on peut craindre que la concurrence accrue sur les contrats d'entreprise ne se traduise par un alourdissement de la tarification en fonction de l'âge. Et c'est ce cercle vicieux que vous voulez empêcher. Vous avez donné des chiffres, ils sont exacts. Si rien n'est fait, les retraités, en tout cas certains d'entre eux, peuvent voir leur garantie et le coût de cette garantie multiplié par 3. Je veux donc que la généralisation de la complémentaire santé
soit effective pour les retraités d'ici 2017, afin qu'ils puissent conserver leurs garanties avec le même niveau de prime. Par la suite, l'évolution de ces tarifs devra obéir à des critères objectifs en fonction de l'âge. Ce qui doit être réglé, c'est le temps de sortie du système de l'activité par rapport à l'âge de la retraite et à la période de retraite. Comment y parvenir? Il y a deux voies possibles. La première, c'est d'adapter la loi de 1989, loi Evin, qui n'a rien à voir avec ce qu'on entend en ce moment, la loi de 1989 sur la sortie des contrats de groupe, puisque déjà cette préoccupation avait été évoquée. Cette loi pose un principe général, comme souvent, mais est restée très imprécise ou très insuffisante quant à ses modalités d'application. Si nous prenons cette voie, c'est-à-dire d'adapter la loi pour que la sortie des contrats de groupe soit améliorée, les coûts seront nécessairement répartis entre l'ensemble des assurés et des entreprises, puisque ça se fera dans le cadre des contrats de groupe. L'autre voie, c'est de s'appuyer sur les contrats responsables, en ciblant davantage les aides fiscales et sociales pour renforcer la solidarité intergénération. La solution pourrait être la différenciation de la taxe sur les contrats au bénéfice des responsables, des plus responsables. C'est la solution que vous avez à l'esprit. Dès lors que la prise en charge des retraités serait prévue, il y aurait une différenciation fiscale au bénéfice de ces contrats responsables. Les deux voies doivent être explorées, l'une et l'autre, afin que la généralisation soit effective pour l'ensemble des Français et dans une logique de continuité de la protection pour les retraités. La conséquence, c'est qu'il va falloir évaluer les aides de l'État. Vous avez rappelé les chiffres, près de 4 milliards. Cette évaluation avait été prévue par la loi, celle de 2013. Elle doit être réalisée et au plus vite, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année. Et lorsque cette évaluation sera faite, toutes les conclusions seront tirées pour aboutir aux résultats que j'ai fixés. Parce que la généralisation de la complémentaire santé, ce n'est pas la généralisation de la loi du marché, c'est la généralisation de la solidarité envers tous les Français pour que le marché soit laissé sur certains aspects de côté, notamment pour les plus âgés. Les mutuelles montrent d'ailleurs l'exemple, puisque la différenciation tarifaire entre 60 et 75 ans y est 2 fois moins forte que dans le secteur assurantiel. Et c'est d'ailleurs la raison qui explique que les 3/4 des retraités souscrivent des mutuelles. Donc vous avez vous-même fait l'effort et il serait légitime qu'il puisse être appuyé par la redistribution des aides. Mais la complémentaire maladie n'est pas un produit comme les autres. Et ça vaut pour tous les Français. La concurrence, elle est là. Elle existe. Et elle peut aboutir, je l'ai évoqué, à des avantages, des bénéfices pour les assurés. Mais la concurrence ne doit pas servir à sélectionner les bons risques, à multiplier les pratiques commerciales toujours plus discriminatoires et coûteuses. Et je demande donc à la ministre de bien suivre les modalités de couverture et de prévenir tous les abus. Voilà ce que je voulais, ici, devant votre congrès, préciser sur la complémentaire santé et sur la nécessité de prévoir l'effectivité de cet engagement pour tous les Français et notamment pour les retraités. Mais je voulais aussi m'adresser à vous pour souligner le rôle qui est le vôtre pour moderniser le système de santé. L'enjeu, c'est en effet de travailler pas simplement à rembourser ce que vous faites,
en complément de l'assurance maladie. L'enjeu, c'est de pouvoir prendre toute votre part dans la réforme, dans l'évolution du système de santé avec l'assurance maladie obligatoire. Les mutuelles ne sont pas simplement des organismes payeurs, comme certains voudraient les réduire à ce rôle. L'intérêt général appelle donc à vous confier une place dans la régulation du système de soins, non pas à part, non pas en tant qu'acteur séparé du reste du système de remboursement de soins, mais avec l'assurance maladie. Il n'y a pas deux systèmes de remboursement dans notre pays. Il y a un même système de sécurité sociale avec des organismes différents, la protection obligatoire et la protection complémentaire. Dès lors, dans les conventions avec les professions de santé, le rôle des mutuelles est particulièrement utile, et notamment pour limiter les pratiques tarifaires excessives. Et nous l'avons démontré, vous l'avez démontré, avec le contrat d'accès aux soins. Et nous avons obtenu une diminution du niveau moyen des dépassements d'honoraires. Bien sûr, vous me direz que ce n'est pas suffisant. Enfin, c'est déjà moins qu'avant. Parce que nous avons cette tendance, nous tous, à ne jamais juger ce qui a été fait, mais ce qui reste à faire. À ne jamais complimenter sur le passé, je ne vous demande pas de le faire encore aujourd'hui, mais de faire en sorte qu'il puisse y avoir de nouvelles avancées. Mais c'est le propre même de la démocratie, c'est le principe même de l'action collective. Ce qui est obtenu n'est plus à revendiquer, mais ce qui n'est pas obtenu est insupportable. Mais je vous fais quand même cette réflexion. Elle s'adresse d'ailleurs, au-delà de vous, à bien des acteurs politiques ou sociaux. Si nous ne disons jamais ce que nous avons réussi à arracher, à conquérir, à obtenir, à faire avancer, mais pourquoi les Français feraient-ils confiance aux organisations syndicales, aux représentants professionnels, aux mutualistes, aux acteurs politiques, si rien n'a été finalement obtenu par une bonne négociation, ou par une bonne pression, ou par un bon congrès, ce que vous êtes en train de faire? Mais alors, pourquoi venir? Pourquoi se rassembler? Pourquoi cotiser? Pourquoi se réunir dans des organisations, passer un temps parfois précieux pour la vie familiale, et que nous consacrons à l'action collective, quelquefois à la grande surprise de nos propres familles ou de ceux qui nous connaissent? C'est parce que nous avons, au fond de nous, la foi, l'idéal dans ce que nous pouvons faire comme progrès pour notre pays ou pour les catégories que nous représentons, en l'occurrence ici tous les Français. Alors, il faut saluer ce qui a été fait. Et d'ailleurs, c'est ce que nous ne cessons de produire à travers toutes les célébrations et toutes les commémorations. Quelle est leur utilité? Non pas simplement regarder avec mélancolie, nostalgie notre histoire, mais nous dire que ça a été une bataille, ça a été une lutte, ça a été une résistance à un certain moment, ça a été une conquête, et que ce qui a été possible hier l'est encore aujourd'hui. On nous dit c'est beaucoup plus difficile, parce qu'il y a la mondialisation, il y a la compétition, il y a l'Europe, nous n'avons pas tous les moyens pour agir. Mais est-ce qu'on pense que c'était plus simple il y a 100 ans, avant qu'il y ait eu 2 guerres? Ou est-ce que c'était plus simple à la Libération, quand le pays devait être reconstruit? Alors c'est vrai qu'il y a eu une période où il y avait des taux de croissance particulièrement impressionnants et qu'il y a eu des progrès, mais il n'y en a pas eu beaucoup plus que dans les périodes où ça a été parfois moins flamboyant sur le plan économique, parce qu'il n'y a pas que des progrès qui coûtent, il y a aussi des progrès qui changent la vie, qui la simplifient, qui nous permettent d'avoir plus de force en commun. Donc c'est de tout cela que je voulais aussi vous dire, pour que nous puissions avancer dans la régulation du système de santé ensemble. Nous avons une première illustration sur
je l'ai dit, les relations avec les professions de santé. Mais vous avez aussi, vous, mutuelles, introduit des innovations dans de nombreuses pratiques et vous avez voulu d'ailleurs que ces pratiques vous soient autorisées. Car il y avait quand même un paradoxe, c'est que les assurances pouvaient avoir plus de liberté que les mutuelles pour faire avancer par les innovations un certain nombre de comportements. Je m'étais engagé à Nice à ce que ces pratiques puissent vous être ouvertes. Ce ne fut pas sans mal, c'est chose faite, et j'encourage toutes les mutuelles à utiliser ces instruments. Autre moyen de pouvoir peser sur les décisions collectives, le développement du tiers payant. L'objectif, je l'ai dit, c'est d'aboutir à une organisation simple et qui marche, qui ne soit pas une charge administrative pour les professionnels, mais un levier de modernisation dans la relation entre les prestataires de soins et les financeurs. Eh bien, c'est ensemble, complémentaires et assurance maladie, que vous arriverez à définir ce mécanisme et ce système. De la même manière, il est indispensable que vous puissiez ensemble toujours agir pour la prévention, notamment par rapport à la consommation de médicaments, où nous avons là des records qui ne sont pas à notre gloire. Des évolutions sont indispensables aussi pour rationaliser les prises en charge, pour favoriser le respect des prescriptions, pour lever la méfiance à l'égard des génériques. Il n'y a qu'en France où on pense qu'avec un générique, on est moins bien soigné qu'avec un médicament qui coûte plus cher, avec une vieille tendance de dire que ça coûte plus cher, ça doit être plus efficace. Il ne faut jamais que rien ne soit gratuit, mais il n'y a pas de raison que ça coûte plus cher que son coût. Donc, nous devons là aussi agir ensemble. De ce point de vue, l'ouverture des données de santé que prévoit le projet de loi que présente Marisol Touraine va encore élargir les perspectives de coopération et de collaboration. On pourra mieux analyser les dépenses de santé, mesurer l'impact des innovations et également veiller au secret médical. Notre système de santé, vous l'avez très bien dit, Monsieur le Président, ne va pas assez vers la prévention et l'éducation thérapeutique du patient, ce qui aggrave les inégalités sociales. Et donc nous devons changer le système. Et nous en connaissons d'ailleurs les principes, ce que vous avez appelé la médecine prédictive, le parcours de soins, l'individualisation, cette fois-ci dans le meilleur des sens pour les thérapeutiques. Là aussi, vous devez être pleinement associés. Je sais que l'assurance maladie consacre déjà des budgets importants pour réfléchir à la rémunération des objectifs de santé publique, pour que les professionnels soient impliqués dans la prévention, mais vous, mutuelles, vous avez un savoir-faire dans de nombreux domaines, et notamment dans tous les centres et dans tous les services que vous rendez déjà. L'enjeu, à présent, c'est de réunir les forces de l'assurance maladie, des mutuelles, des associations, des collectivités locales, de façon à ce que nous puissions définir des politiques de prévention et mettre en place les parcours de soins. Le projet de loi santé veut également assurer, au-delà de l'exigence d'excellence et de qualité, la proximité, mais en rationalisant aussi l'offre de soins à travers les communautés professionnelles territoriales de santé et les groupements hospitaliers de territoire. La mutualité a anticipé, comme souvent, sur ce qu'allait proposer l'État. Parce que vous, il y a bien longtemps que vous avez réussi à concilier l'excellence et la proximité. C'est vous qui avez été capable, dans vos établissements, de rapprocher le secteur sanitaire et médico-social. C'est vous qui avez été capable de regrouper la médecine de ville et les professionnels de santé. C'est vous qui avez été capable d'imaginer de nouveaux lieux où plusieurs professions peuvent se regrouper pour assurer l'efficacité d'un système de soins. C'est vous qui avez été capable d'accompagner des personnes fragiles, âgées, handicapées, pour supprimer les frontières entre sanitaire et médico-social ou entre ville et hôpital. C'est vous qui avez été capable, notamment en psychiatrie, de réfléchir à de nouvelles prises en charge. Alors, oui, vous devez être pleinement impliqués, associés dans la réforme de notre système de santé et son évolution, à travers la médecine personnalisée, à travers les nouvelles techniques,
à travers notamment ce que l'on peut faire pour soigner les maladies les plus graves. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire pour que vous puissiez être convaincus que ce que vous représentez, la mutualité, sera pleinement considéré par les pouvoirs publics. Mais vous m'avez posé une question de plus. Vous m'avez dit, mais nous évoluons dans un contexte qui change. Nous sommes face à de nouveaux défis, à la fois dans l'organisation, dans les prestations que nous devons couvrir, dans les financements que nous devons rassembler. Nous sommes face à de nouveaux défis également par rapport à des progrès médicaux et nous voulons une adaptation de nos règles pour que nous puissions être tout simplement toujours des mutualistes, mais dans cet environnement avec les moyens de non seulement conserver votre place, mais de la conforter. Alors, la mutualité doit préserver sa spécificité tout en poursuivant sa modernisation, doit être capable d'avoir une gestion de services adaptée aux besoins de ses adhérents, une mutualisation des frais de santé solidaire, une gouvernance démocratique et transparente. Vous voulez une réforme du code de la mutualité. Je confirme, après ce que vous a dit la ministre, que ce code sera modernisé, s'agissant notamment de votre gouvernance, du statut des dirigeants. Une plus large place sera faite aux représentants des salariés et des entreprises au moment où les contrats collectifs vont devenir prédominants. Le statut de l'élu mutualiste sera intégré dans de bonnes conditions. Les garanties de compétences des dirigeants seront compatibles avec les normes prudentielles européennes. Ce chantier est ouvert et il débouchera dans un projet de loi qui sera déposé au début de l'année 2016. Le code de la mutualité du XXIe siècle sera donc mis en ligne par rapport à ces enjeux et nous avons été capables, là aussi, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault l'a mené à bien la réforme de l'économie sociale et solidaire. Vous en êtes partie prenante. Vous avez, même dans cette économie sociale et solidaire, une spécificité. Elle sera reconnue à travers cette réforme du Code de la mutualité. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, nous allons effectivement célébrer le 70e anniversaire de la sécurité sociale. D'une certaine façon, c'est aussi le vôtre. C'était l'idéal de justice que poursuivaient les résistants. C'était aussi une espérance qu'avaient au fond de leur cœur les travailleurs de notre pays. C'était une volonté qui pouvait paraître presque de l'ordre d'une utopie. Être capable d'émanciper les individus de la fatalité des circonstances, des déterminismes, de la naissance ou de la fortune, en leur octroyant le plus précieux des droits, le droit à la santé. La mutualité a répondu à cette obligation et a été respectueuse de cet idéal. La mutualité est devenue indispensable. Elle est un élément constitutif de notre système de protection sociale, avec l'assurance obligatoire. La facilité serait de renvoyer sur les mutuelles les charges que la sécurité sociale ne parviendrait plus à assumer elle-même. L'illusion, elle peut exister dans certains esprits, serait d'imaginer que la sécurité sociale pourrait à elle seule couvrir l'ensemble des risques. Eh bien non. C'est l'originalité de notre système qui en fait, en définitive, son rayonnement et son efficacité. Alors, la mutualité doit disposer des ressources nécessaires, mais ce sont celles des Français, par leurs primes et leurs contributions. Doit disposer de règles spécifiques, je viens d'en parler. Doit disposer d'un traitement fiscal approprié. Et c'est ce que j'ai évoqué pour l'assurance complémentaire. Enfin, vous devez être sûr que vos règles seront aussi considérées par
les autorités européennes comme compatibles avec l'activité qui est la vôtre. Et là aussi, je m'en porte garant. Mais la mutualité, ce n'est pas simplement des remboursements, des prestations, des services, des établissements. La mutualité, c'est un état d'esprit, un engagement, un militantisme, une passion au service de l'utilité sociale. Et c'est pourquoi la mutualité est liée indissolublement à la République. Elle lui en donne sa dimension sociale et sa participation citoyenne. Nous avons plus que besoin aujourd'hui de l'esprit de la mutualité. Car de quoi s'agit-il pour notre pays? Rester solidaire, être capable de vivre ensemble, n'écarter personne, soumettre tous à des règles communes, penser que nous appartenons à un même pays avec les mêmes règles et les mêmes espérances, susciter chez nos compatriotes un esprit de responsabilité et de citoyenneté, leur dire que tout ne peut pas venir simplement de l'État, que beaucoup dépendra de leur propre intervention, de l'action collective, qu'ils doivent avoir confiance dans l'avenir et que s'ils se coalisent, s'ils se regroupent, s'ils se rassemblent, ils seront plus forts. Alors je vous le dis, la mutualité est un exemple aujourd'hui dans la République. Merci.